RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International. Merci d'être avec nous comme chaque semaine, comme chaque vendredi pour cette émission toujours un peu particulière et souvent au débat très échevelé, on va dire. Alors vous pouvez nous suivre grâce à votre poste radio, grâce à Facebook Live et aussi sur France 24. Et ils sont là au rendez-vous, pas tous, mais vous allez y prendre l'habitude. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie et surtout merci d'avoir mis ce beau collier rouge qui, je crois que ne va pas me déstabiliser. Non, c'est fait pour rehausser un peu la couleur. Ça vient d'Indien du Brésil, vous voyez, c'est très caractéristique. Bonjour Gilles Verdès. Bonjour, ça va ? Oui. Vous allez bien ? Alors, nos débatteurs, parfois on alterne. Il y en a qui ne peuvent pas être là, donc on essaye de faire au mieux pour répondre à Rémi Ngono. Mais Gilles se révèle être de taille. Bonjour Alejandro Valente. Bonjour Annie. Bon, vous êtes là toujours pour tempérer les débats et pour Pas toujours, mais quand je peux. Quand vous pouvez. Ça va dépendre des sujets. Je pense qu'il y aura des moments pour être un peu aux prises avec Rémi. Justement, au cœur des débats du jour, nous commencerons par la bataille d'Angleterre. Ça sera au cours du week-end en Première Ligue. Les Blues retrouvent les Citizens. Tuchel retrouve Guardiola, avec un air de revanche dans l'air. Dans le nord de Londres, par contre, ce seront les Gunners qui recevront les Spurs. Un derby, qui sait, pour se relancer dans ce championnat. Une Liga dévaluée avec le Barça dans le dur et qui n'en sort pas. L'entraîneur Ronald Koeman tiendra-t-il encore longtemps dans ce club à la tête de cette équipe ? Le prochain Classico restera-t-il attrayant ? Va-t-on vers une surenchère interminable dans le football et autour ? Après la Coupe du Monde bisannuelle, cette suggestion venue d'un très jeune entraîneur, Julian Nagelsmann, que vous pouvez voir pour ceux qui nous regardent, il propose une oreillette pour les footballeurs. Et oui, des joueurs robotisés. On avance toujours mieux dans le monde du football, vous allez voir. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Et pour ce qui est de la vidéo, Souel Kedir et Léo Bernard. Enfin, nos amis de France 24 aussi qui rendent possible cette émission. Radio Foot, les débats sont ouverts pour ce Café des Sports. Chelsea blue, that is the colour, Kings of Europe. Comme ils se retrouvent. Alors évidemment, on a du bleu et du bleu, mais on a 3 mois après la finale de la Ligue des Champions, un très attrayant Chelsea et Manchester City qui seront à nouveau face à face pour le compte de la 6e journée de cette Première Ligue. Un choc entre deux équipes que 3 points séparent déjà. Chelsea est pour l'instant devant, mais surtout un petit air de revanche dans l'air. Enfin, ça c'est pour nous parce que vous allez l'entendre. Pep Guardiola, il dit ne plus y penser. Cela n'aura rien à voir avec la finale de Ligue des Champions. Ce sera différent des matchs précédents contre Chelsea, différent aussi d'une finale de coupe. La finale de Porto, c'était un match serré. Comme vous le savez, nous l'avons perdu. À cette époque, le championnat était pratiquement gagné. Évidemment, la finale de Porto, c'était un match très très important. Nous avons essayé de tirer les enseignements de cette défaite. Mais là, nous affrontons Chelsea en championnat. C'est un nouveau match qui a lieu après 3 derniers excellents résultats. Gilles, est-ce qu'on peut véritablement oublier, s'extraire de ce genre de revanche ? Est-ce que oui, parce que c'est des footballeurs professionnels finalement, match après match, n'est-ce pas ? C'est une thérapie, on essaye de faire comme si, mais non, en fait non. Et on le voit dans le regard de Guardiola qui dément ses paroles, c'est une obsession pour lui. Tuchel est devenu son obsession, Tuchel qui le bat régulièrement 3 fois, Tuchel qui le bat en finale de la Ligue des Champions. Donc non seulement il n'a pas oublié, mais il va essayer tactiquement enfin de surmonter l'obstacle Tuchel. Donc non, il est déchaîné. Justement, Alejandro Valente, il a beaucoup parlé tactique, évidemment, on le connaît, Pep Guardiola, c'est évidemment la science de la tactique. Les dernières fois qu'ils se sont rencontrés, il n'avait pas trouvé finalement la solution. Disons que
On se souvient, notamment à la finale, il avait aligné une équipe très offensive. Il avait probablement voulu surprendre Tuchel et finalement, il s'était surpris lui-même en alignant une équipe qui ne tenait pas le choc face à... Il nous habitue à faire des coups comme ça pour les finales ou pour les matchs importants. Donc on attend de voir ce qu'il va nous concocter cette fois, parce qu'à chaque fois, il y a des différences. Mais Tuchel, il aime bien la tactique aussi. Et à chacun de ces matchs qu'il a gagné, il avait innové, il avait apporté une petite touche. Là, on nous dit que pour la première fois de la saison, Timo Werner sera titularisé à côté de Lukaku. Donc ça dénote une volonté de forcer peut-être Guardiola à trouver autre chose, on verra. Mais moi, je pense que Guardiola qui attaque une semaine très compliquée, parce qu'il n'y a pas que ce match. Il y a le PSG derrière, il y a Liverpool le week-end suivant. Donc pour Guardiola, c'est la semaine de tous les dangers et il faut gagner ce match. Justement, on a deux équipes qui sont sur une dynamique un petit peu différente, puisque on a City qui vient de faire un nul à Southampton, qui n'est pas parmi les grandes équipes de ce championnat anglais, Rémi. Et puis on a Chelsea qui, eux, viennent bien de prendre l'avantage sur Tottenham. Hein. Ils sont allés les battre chez eux 3-0. Est-ce que vous pensez que malgré tout, les Citizens, avec cet air de revanche, même s'ils le nient, pourraient venir gagner à Stamford Bridge? Je n'y crois pas. Parce que j'ai pu regarder les Citizens devant Chelsea sans jamais trouver d'équation. Et ceux qui me parlent de Pep Guardiola comme un roi de la tactique, tactiquement, il vaut 0-0 devant Tourelle. Parce que si vous ne parvenez pas à résoudre la même équation, rappelez-vous quand même que pendant la Coupe, c'est-à-dire que la Coupe de la Ligue des Champions, que l'équipe qu'on me dit qu'elle était offensive, n'a pas réussi à cadrer un seul tir. Parce que quand vous êtes offensif, on se dit que vous êtes au moins exposé défensivement. Mais sauf qu'offensivement, ils étaient inoffensifs. C'est un peu contradictoire, mais pourtant c'est la réalité. Et aujourd'hui, quand j'essaie de regarder aussi, même depuis le début de la saison, je me rends quand même compte que offensivement, c'est Chelsea qui est en tête. C'est-à-dire avec 12 buts marqués. Bien sûr, c'est pas beaucoup. Mais Pep Guardiola, avec toute son équipe offensive, c'est 11 buts marqués. Et puis, lorsque je vois les dernières mises en place tactiques, je vois qu'avec Southampton, comme que vous avez eu à le révéler, qu'est-ce qui s'est passé? Pep Guardiola s'est retrouvé dans la difficulté parce qu'il ne connaît jouer qu'en 4-3-3. Southampton, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aligné le 4-4-2. Exactement ce que Tourelle fait souvent, c'est-à-dire que c'est presque le 4-4-2, mais sauf que c'est le 3-5-2. Donc généralement, Pep Guardiola, quand il se retrouve devant ce système, je ne me souviens pas d'un match qu'il a gagné contre une équipe jouant ainsi. Donc c'est pour ça que moi je me dis que tactiquement, c'est un système qui le dérange beaucoup. Gilles. D'abord, dire que Guardiola est un 0-0 tactique, c'est l'homme qui a réinventé le football, je vous le signale simplement. Non, il disait par rapport à Tourelle. Par rapport à Tourelle, mais vous avez dit... Non mais ok, il a dit... Guardiola est un 0-0 par rapport à Tourelle. Mais le premier élément de la phrase, c'est que Guardiola est un 0-0 tactiquement. Alors que c'est le maître à penser du football moderne. Il a réinventé le jeu de football. Voilà, bah voyez, vous le pensez. Donc il a réinventé le jeu de football. Je sais très bien. Bon, je le connais depuis des années. C'est pas possible. Vous savez, quand on a toujours le même logiciel, il faut se réadapter à ce qui se passe dans le monde. Et donc là, ce qui est incroyable, c'est que c'est difficile pour Guardiola, ce jeu direct de Tourelle. Il le dit d'ailleurs. Il dit le jeu direct, très rapide, sans transition de Chelsea me met en difficulté. Les deux milieux récupérateurs très travailleurs de Chelsea me mettent en difficulté. Donc, il va essayer de trouver la parade. Mais là où, à mon avis, City est fort, c'est que City a retrouvé l'équilibre défensif. Et d'ailleurs, c'est deux équipes qui n'encaissent pas de but. Un but encaissé depuis le début de saison en championnat. Et d'ailleurs, Gilles, profitons-en pour rappeler qu'aujourd'hui, ça fait exactement 1 an que Edouard Mendy a rallié le club de Chelsea. Edouard Mendy qui garde ses cages inviolées très souvent pendant des matchs. Alors, s'il était venu il y a 1 an, c'est parce que, vous vous souvenez, l'année dernière, à cause de la pandémie, le mercato avait duré plus longtemps. Alejandro. Edouard Mendy sera au match demain, c'est Tuchel qui l'a confirmé. Exactement, il y a parce qu'il avait été blessé, il était absent des 2 derniers matchs. Alejandro, ce sont aussi 2 clubs, parce que on parlait des buteurs, on parlait de ceux qui marquent et aussi de peu encaissés. Ce sont 2 clubs qui ont dépensé énormément pour acquérir des buteurs au cours de l'intersaison. Alors Chelsea, qui en avait besoin, a beaucoup misé sur Lukaku, qui leur a coûté quand même très cher,
15 millions d'euros. Et de l'autre côté, City, qui a essayé, on y viendra tout à l'heure, de faire venir Harry Kane, ça n'a pas marché. Ils ont pris Grealish. Et Grealish, l'anglais, qui leur a coûté 117 millions. C'est-à-dire, il valent à peu près. Est-ce que, finalement, ces deux recrues sont comparables ? Elles ne sont pas du tout comparables. Non, pas sur le plan... Oui, bien sûr. Mais par contre, c'est deux paris qui peuvent être comparables. Disons que, que celui de Lukaku a apporté immédiatement un vrai plus au niveau de Chelsea, car il empile les buts, il s'est très bien adapté à cette organisation. Donc, pour l'instant, c'est une réussite complète. Les cas des Grealish, c'est plus complexe. Pour l'instant, son intégration est moins rapide, mais c'est peut-être plus difficile de s'adapter. On sait que voilà, pour Guardiola, c'est quelqu'un qui travaille sur le long terme avec ses recrues, et on peut espérer qu'il va aussi trouver sa place, même si on peut trouver les prix excessifs, mais c'est le fait de prendre un Anglais qui fait qu'il y a un renchérissement évident, parce que le marché anglais est très, très coûteux. Rémi, vous êtes plutôt Lukaku et Kanté ou plutôt Grealish ? Non, attendez, il n'y a pas comparaison, parce que Lukaku, c'est une certaine dimension. Grealish, moi j'ai meilleur buteur de la Serie A. Oui, moi je suis... De toute façon, Pep Guardiola habitué comme ça, la même Mangala, il nous a habitués à prendre des joueurs très chers que parfois, généralement, on n'explose pas. Et au-delà de ça, dans son football offensif, généralement, je ne vois pas un joueur qui réussit à être meilleur buteur en Angleterre. C'est ça qui est un véritable problème aujourd'hui avec Manchester City. Parce que quand vous allez voir, peut-être quand il arrivait, il avait trouvé que Agüero marquait bien des buts avec City. Et d'ailleurs, il était le meilleur buteur du championnat. Mais quand il est arrivé, vous avez vu qu'il n'a pas pu utiliser Agüero. Et d'ailleurs, Agüero est parti. Maintenant, on me dit Grealish. Et moi, je regarde la composition de l'équipe de Pep Guardiola. Je me rends compte que, en avant-centre, il aligne maintenant Sterling qui ne voulait pas. Par la suite, il aligne Gabriel Jesus, sans pour autant oublier que Mahrez, qui était l'élément clé, il a commencé à le mettre au banc. Et puis Mahrez revient, il empile des buts, il fait un doublé. Il est maintenant là en train de chercher s'il peut mettre Grealish au banc. Il a aussi d'autres jeunes comme les Phil Foden qui sont en train de revenir. Sans pour autant oublier que De Bruyne va entrer au niveau du milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce monde-là? Il n'y a que Pep Guardiola qui embête le football ici. Gilles, pour terminer. Il n'y a que Pep Guardiola qui peut avoir 25 joueurs et ne pas avoir, sauf de manière marginale, une fois leur carrière terminée, de problèmes d'ego. C'est-à-dire que les joueurs ne critiquent pas Guardiola, sauf quand ils sont partis ou quand leur carrière est finie. Mais là, Harry Kane aurait totalement fini l'équation de City. Honnêtement, pour moi, avec Harry Kane, ils étaient imbattables, intouchables. C'était l'équipe de rêve. Parce qu'il est subtil. Il lui faut pas un buteur. Il lui faut un buteur tactique, un maître à penser. Et Harry Kane est un maître à penser devant. C'est comme ses milieux défensifs, mais Harry Kane devant est un génie tactique. Et ça aurait changé. Et alors vous me dites avec Dessy, oui. Et donc sans Harry Kane, c'est plus compliqué. Voilà. C'est l'équation qui manque. En tout cas, ce match. Alejandro, il y a un match entre nos auditeurs. Il y a un match, on peut dire qu'il y a une large victoire de Chelsea pour le moment chez les auditeurs. Mais bon, il y a Alassane Dabo qui pense que ça va être un match hyper tactique. Et Abdourahizou Boukari qui dit qu'il faudra que Pep parle lingala en plein match pour pouvoir gagner. Bon. Alors ça risque d'être compliqué, mais nous en reparlerons bien sûr. Le match ouvrira cette 6e journée. Ça sera demain à 13h30 heure de Paris. Et puis ça sera évidemment, et nous y pensons tous, à 3 jours du match ici au Parc des Princes face au PSG. Et donc le match de City sera suivi à la loupe et j'imagine au moins par Mauricio Pochettino. Dans le sud-ouest de Londres, alors qu'au nord, alors ça passera dans le sud-ouest de Londres, alors qu'au nord, eh bien, ça sera dimanche, en fin d'après-midi. Nous aurons droit à un derby, un match dans le même périmètre qui opposera Gunners et Spurs sur la pelouse de l'Emirates. Arsenal-Tottenham, un rendez-vous des grands jours et l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, sait ô combien l'enjeu est important. Les joueurs comprennent bien ce qui est en jeu contre Tottenham, l'histoire de ces deux clubs, d'où vient cette rivalité, ce que cela représente pour les supporters. Il faut jouer ce match avec une autre mentalité, car il y a bien plus en jeu.
Il y a bien plus, Gilles, c'est vraiment la confrontation entre deux grands du nord de Londres. C'est un derby incroyable depuis le début de l'histoire. En championnat, 73 victoires pour Arsenal, 58 pour Tottenham. Donc c'est un derby, c'est le grand derby du nord de Londres. Ces deux équipes qui sportivement se détestent. Ces deux équipes en plus là qui ont des débuts de saison contrastés mais délicats. Ces deux équipes dont les entraîneurs sont également sur la sellette, ou en tout cas le nouvel entraîneur de Tottenham, ça marche pas. Arteta, il est sur un banc éjectable, dans un siège éjectable. Donc voilà, c'est un derby historique et aussi totalement actuel parce que le perdant, là, s'achemine vers quand même une crise importante. On a ces deux grands clubs dans le nord de Londres, mais on a dans cette ville 13 clubs qui sont en première division. Alors, David Finzel s'est amusé à en faire la liste. Est-ce que vous pouvez m'en citer plusieurs ? De club de Londres. De Londres uniquement. West Ham. Oui. Fulham. Allez, vous voulez de toute division, Millwall, toute division qui est en Ah non, relégué. uniquement première division quand même. 13 clubs quand même, c'est énorme. Chelsea, Rémi. Tottenham. Chelsea. Les clubs de Londres. Il y a Chelsea. Il y a Tottenham. Oui, évidemment. Arsenal. West Ham. Il y a... Alors vous avez dit Fulham. Il y a aussi Crystal Palace. Crystal Palace, bien sûr. Ben oui, bien Alors sûr, après, oui, bien effectivement, sûr, dans les divisions inférieures, Oui, il y en a on plein. vous en accorde. Il y a Wimbledon là qui vient de s'illustrer. Absolument. Alors Wimbledon s'est illustré, eh bien c'était face à Arsenal. Alors en tout cas, revenons à nos moutons et à ce match, ce derby, cette rencontre qui pourrait donc permettre, eh bien, à ces deux clubs de montrer un peu la direction. En ce moment, commençons par les Spurs parce qu'on a l'impression qu'ils vont bien moins bien que les Gunners, même s'ils sont devant au classement. Finalement, l'un est 13e et l'autre est 7e, mais il y a peu de points en ce début de championnat. Les hommes de Nuno Espirito sortent de 2 défaites. Harry Kane, donc, ne marque pas, traîne son spleen, vous le verriez mieux chez les Citizens, en tout cas il est resté chez les Spurs. Comment vous voyez cette équipe de Tottenham ? Est-ce que cet entraîneur, rappelons-le, le Portugais, il arrive de Wolverhampton, est-ce qu'il n'est pas à sa place ? Pas à sa place. Ils attendaient Pochettino, je pense, à Tottenham. Pour moi, je pense que c'est un Emery, c'est-à-dire un excellent entraîneur de club moyen. Dès que vous allez dans un top club, je pense qu'il n'a pas la dimension. Est-ce que Tottenham est un top club ? Bah quand même, ou se veut un top club, alors on peut dire. Mais quand vous avez Harry Kane et que vous le gardez, que le président est un dur en transfert, on le sait. Quand vous avez Harry Kane, vous êtes forcément un top club, ou Hugo Lloris, bon, il y a des grands joueurs. Donc pour moi, cet entraîneur-là, il est un peu sous-dimensionné par rapport aux exigences. Et pour revenir sur Kane, son match, c'est Arsenal. Là, il n'a pas marqué la dernière fois. Jamais depuis qu'il joue au football, Harry Kane est resté 2 matchs sans marquer face à Arsenal. Donc là, normalement, si on suit les stats, il devrait marquer. Rémi, est-ce que Tottenham est un grand club ? Est-ce que Harry Kane va se réveiller pour ce derby ? Tottenham, quand il y avait Mourinho, tout le monde me disait que c'est un très grand effectif. Quand il est parti, on dit que ce n'est plus un grand club. Bravo. Parce qu'on change au moins, c'est que Xavier Barré est en train de m'écouter en ce moment. C'est bien. Parce que... Donc aujourd'hui, on voit le véritable niveau de Tottenham et la qualité des joueurs qu'il y a là. Mais surtout... Cependant, on peut se dire quand même qu'au niveau d'Arsenal, il y a quand même eu un recrutement conséquent, 165 millions. Et quand on voit la position d'Arsenal, moi je me pose des questions, qu'est-ce que Arteta fait là ? Et surtout lorsqu'on voit sa disposition. Je voulais parler de Tottenham là. Oui, donc Tottenham, non, parce que les deux vont jouer. Oui, bien sûr. Vous voyez, si vous regardez le match de Tottenham... Mais Rémi le match de Tottenham est pitoyable contre Chelsea. C'est-à-dire, Chelsea, c'est 20 tirs. 3-0, ils sont pris. 10 cadrés. Énorme. 11 corners. Et vous vous rendez compte, vous êtes à domicile. Et vous êtes ainsi broyé. Moi, je n'avais jamais vu ça. Oui, donc, ça. à partir de là, j'ai dit, ce Tottenham-là n'est pas... C'est-à-dire que c'était hallucinant. C'était un Alors, jeu. ils sont restés longtemps, parce que les 2 derniers buts arrivent vers la fin quand même. Ils ont essayé de tenir, en tout cas. Oui, ils ont essayé de tenir parce qu'ils cherchaient les attaquants. Et c'est les défenseurs qu'ils ont vus. Ils ont vu les Rudiger, ils ont vu même Thiago Silva, ils ont même vu Kanté qui était au banc. Donc finalement, c'est une équipe qui n'est pas attentive sur 90 minutes. Ils sont attentifs pendant 70 minutes. Or, le match commence généralement à la 65e minute. Donc, cette équipe-là
est vraiment terrible. Bon, maintenant, vous m'avez dit qu'on laisse d'abord Arsenal. Non, on y va vers Arsenal. Alejandro, Arsenal, ils ont effectivement, comme le disait Rémi, beaucoup dépensé au cours du mercato. Ils ont essayé de rebâtir quelque chose avec toujours Mikel Arteta. Pour l'instant, peut-être on peut se dire qu'au début de saison, ils se sont pris aussi des volées, et notamment on pense à celle contre Manchester City, ce 5-0, mais il y a eu d'autres scores compliqués, notamment aussi contre Chelsea. Est-ce que finalement, ils commencent à sortir un peu du rouge, si je peux me permettre, et notamment la défense avec ce joueur-là qui vient de... Ben White. Ben White, exactement. Et le plus gros transfert de l'équipe. 58 millions d'euros. 58, Brighton, il vient de Brighton. Pour un défenseur, le plus gros, c'est incroyable. En tout cas, on peut dire que depuis un mois, Arsenal n'a pas pris de but. Et pour l'instant, ils gagnent tous leurs matchs. Donc, c'est plutôt une bonne tendance. Après, vous me direz, ils n'ont pas affronté des cadors, c'est face à des adversaires à leur portée. Donc, il faut attendre un petit peu pour tirer des conclusions plus définitives. Mais en tout cas, moi, je pense que face à Tottenham, ils sont dans une meilleure dynamique. Alors que le problème des Tottenham, de Nuno Espírito Santo, c'est pas seulement que Kane ne marque pas de buts, c'est qu'ils prennent beaucoup de buts, et notamment sur des actions à balles arrêtées. Et ça, c'est un peu étonnant pour un entraîneur comme lui. Donc, je pense qu'Arsenal part favori, d'autant que sur les 27 derbys qui se sont déroulés à domicile, Arsenal a gagné les 25. Sur les 27 derniers, 25 ont été remportés. En tout cas, Arsenal n'a pas perdu dans 25 d'entre eux. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Et Gilles, on a l'impression que le petit Odegaard, il trouve peut-être enfin sa place. On connaît son histoire, acheté très jeune par le Real, qu'il a prêté un peu partout. Finalement, il est acquis par les Gunners, et peut-être que quelque chose peut fonctionner. Oui, mais il y a du talent à Odegaard, bien sûr. Il y a du talent, mais quand même, le mercato était très dispendieux. Et à Arsenal, on a l'impression d'une accumulation de bons joueurs qui arrivent quasiment chaque année, là encore plus, mais qui ne trouvent pas leur place dans l'effectif. C'est-à-dire qu'on recrute, mais il n'y a pas de pensée stratégique. Et là, on dit même que les dirigeants sont en train de, Edu notamment, est en train de se rendre compte de quelques failles dans son mercato, et qu'il songerait, la presse anglaise annonçait ça, qu'il songerait à vendre de manière massive cet hiver pour réinjecter l'argent immédiatement pour pallier les manques dans son effectif. Donc c'est du délire. Vous n'achetez pas des jeunes en les lançant comme ça pour après vous dire « j'ai peut-être fait une erreur, ça ne va pas ». Et il y a trop de jeunes. Globalement, il y a trop de jeunes, Annie. Vous ne pouvez pas. Les Africains de cet effectif, Rémi, à savoir Nicolas Pepe et Pierre-Emerick Aubameyang, on a l'impression qu'ils ne donnent pas le rendement attendu au sein des Gunners. Parce que le système je ne le comprends pas. Mais je n'avais plus jamais vu. Pas. C'était dans les années 72 où je voyais le 4-1-4-1. Mais voilà le nouveau système de jeu. Mais j'ai dit, voilà le nouveau système d'Arsenal. On ne comprend pas. Je vous dis, et vous savez que comment est-ce que Arsenal, voici comment est-ce que voici comment est-ce que Arsenal, parce que vous avez demandé les Africains, je vais revenir. Attends, je réponds ici, c'est pas vous qui intervenez quand même. Donc j'ai dit que lorsque vous parlez des Africains, il y avait une symbiose au niveau de l'attaque, c'est-à-dire une complémentarité entre Aubameyang et Lacazette. Alors, Lacazette, aujourd'hui, il est au banc. D'ailleurs, il va partir en hiver parce que son contrat finit justement en juin. Donc, si Arsenal veut récupérer quelque chose, il faut déjà le vendre. Maintenant, Nicolas Pepe ne se retrouve pas avec Aubameyang. Et ça fait de telle sorte que quand tu les vois jouer, c'est pas exactement ça. Et comme vous avez, au moins pour une fois, je serai d'accord avec Gilles, c'est qu'il y a trop d'enfants, trop de jeunes dans cette équipe-là qui n'ont pas encore une certaine expérience. Et l'entraîneur lui-même, il est aussi jeune, n'a pas d'expérience. Il y a un proverbe africain qui dit, quand on a des œufs dans son sac, on ne danse pas à la fête. Mais quelle est l'équipe de 1972 qui joue en 4-1-4-1 Je voulais déjà te dire que la plus grande équipe de la Hongrie, peut-être que tu ne connais même pas, qui a été 54 qui revient. Et je vois 54, c'est pas 72, je continue, je te donne de A à Z. Non, on va pas de A à Z. Donc je t'ai dit que la meilleure équipe déjà, c'était comme ça. Et maintenant, je te prends encore l'autre grande équipe qui a joué par exemple,
pas une grande équipe qui a joué... Pardon? En 72, qui jouait en 4-1-4-1? J'ai dit en 4-1-4. Bon, quand on voit la deuxième équipe qui a eu à jouer comme ça, et il y a eu le faux Real Madrid qui avait justement tenté de jouer comme ça et qui ne parvenait pas à gagner. Je te prends encore en Angleterre. Je te prends en Angleterre, voilà. C'est bon. Pour ce qui est des exemples, on y reviendra peut-être un jour, mais vous y reviendrez après l'émission. On continue, nous. On va vers l'Espagne. Même l'hymne du Barça s'y met. Même l'hymne ne va pas très bien. Les Blaugrana, ils n'y arrivent décidément pas. Certes, ils sont toujours invaincus en championnat d'Espagne, mais ils ne sont pas, et de loin, à la hauteur de leur standing, de leur histoire, de leur palmarès, je ne sais pas quoi rajouter. Hier soir à Cadiz, alors c'était la belle de Cadiz, mais elle a dompté les Catalans. En tout cas, un pauvre 0-0, et l'équipe pointe maintenant à la 7e place, même si je sais, Alejandro Valente, ils ont un match de retard. Une place, en tout cas, qui illustre très bien les propos assénés par l'entraîneur batave. Un peu, allez, on va dire chafouin, juste avant ce match, lorsqu'il était en conférence de presse. Nous sommes avec le club dans une situation de reconstruction. La situation économique du Barça est liée aux sportifs et vice-versa. Cela signifie que nous devons reconstruire un effectif sans pouvoir faire de grands investissements. Le football a besoin de temps. Les jeunes qui démarrent peuvent être des stars mondiales dans quelques années. Terminer parmi les premiers du classement de Liga cette saison serait un succès. Alors Alejandro Valente, on a fait un petit résumé, mais c'était une conférence de presse qui en fait n'en était pas une. C'est-à-dire c'est une conférence sans presse. Il est arrivé, il a parlé quelques instants, il est reparti. Oui, mais on peut comprendre que Koeman soit chafouin, car effectivement, quand vous êtes entraîneur et qu'on vous prend Messi, on vous prend Griezmann, enfin on vous prend certains de vos meilleurs joueurs et que les autres se blessent pour beaucoup, Ansu Fati, Dembélé, Jordi Alba, Pedri, etc. La situation, c'est pas de la reconstruction, c'est carrément c'est du sauvetage. C'est un sauvetage in extremis. Donc le moment que traverse Barcelone n'est pas simple, le moment que traverse Koeman n'est pas simple du tout, et c'est pas forcément la faute de Koeman, en tout cas pas uniquement la faute de Koeman, c'est la faute d'un ensemble des facteurs qui se sont accumulés pendant les années et que la star Messi a masqué pendant longtemps. Grâce à son talent, il arrivait quand même à permettre à Barcelone de jouer les premiers rôles malgré une situation qui s'est dégradée considérablement. Et là, on l'entend, Gilles, il disait on va essayer de faire au mieux. Mais déjà, le titre, sans doute, Ciao, c'est incroyable. Pour moi, c'est terrible. Je suis moins indulgent que le chef quand même. Pour moi, Koeman, c'est n'importe quoi. Et chaque jour, je lis la presse espagnole où je vous écoute en espérant qu'il va être viré et que Xavi va arriver ou Roberto Martinez ou Conte, on entend plein de noms, mais que quelqu'un arrive pour sauver Barcelone. Parce que lui, Alejandro, quand il avait Messi et Griezmann, il n'en a rien fait, Koeman. Il les avait, il n'en a rien fait. Il n'y a pas de style de jeu, c'est un naufrage. Là, il dit, oui, alors bon, avec le président, on s'est croisé dans l'hôtel, il m'a pas parlé, je suis à sa disposition. On dirait un type en perdition, mais qu'il ait un peu d'honneur et qu'au nom de la manière dont il a massacré Barcelone, il s'en aille et sans indemnité. Il est en perdition d'ailleurs, Alejandro. Oui, disons qu'il a les jours comptés. Après, vous savez, la situation de Barcelone est complexe sur le plan financier. Le président Laporta n'est pas seul décideur. Il y a d'autres dirigeants qui ont apporté leur part des garanties bancaires pour que le navire tienne. Et ces dirigeants ont leur mot à dire. Or, ces dirigeants sont tous favorables à la venue de Xavi. Mais le président Laporta, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, était contre. Il n'en voulait pas. Il voulait Roberto Martinez, l'entraîneur de la Belgique.
Et finalement, il semblerait que ces dernières heures, la position de Laporta est en train d'évoluer et qu'on pourrait s'acheminer dans les jours qui viennent vers un remplacement de Coman par Xavi. Mais bon, tout ça reste encore à faire. Et puis Xavi n'aura pas la tâche facile de toute manière, vu la situation de l'équipe. Aussi dans un navire qui tangue. Il y a un effectif qui est intéressant, mais c'est là aussi on a des jeunes un peu comme. C'est un effectif qui Arsenal. manque quand même de boussole, qui dépendait totalement de Messi jusqu'à présent et qui va devoir apprendre à évoluer autrement. Rémi, on se disait en préparant l'émission, finalement cette Liga, c'est un peu la Liga madrilène. Hein, on est entre l'Atlético et le Real pour ce qui est de la bagarre en tête, avec Valence, avec Séville et tout, mais il n'y a pas de Barça. Quid du Classico? On va bientôt avoir le premier Classico de la saison. Est-ce que selon vous, il va rester intéressant, il va rester attrayant malgré tout? Il sera très attrayant. Pourquoi est-ce que oui, il sera attrayant. Et au-delà de ça, vous avez quand même évoqué le fait qu'il y avait certains joueurs qui peuvent être importants, qui ne sont pas là. Agüero n'est pas là. Il a été quand même recruté. Dembélé n'est pas là. Donc, Ansu Fati n'est pas là. Donc, le Classico pourra toujours continuer à être attrayant parce que si le Classico n'a pas commencé, avec l'ère seulement Messi et Cristiano Ronaldo. Il y avait déjà le Classico avec d'autres joueurs qui parviennent toujours à s'imposer aujourd'hui. Ces années récentes où c'était mais maintenant, nous avons un Karim Benzema qui créait déjà des problèmes à Messi l'année dernière et qui aujourd'hui est quand même le joueur le plus efficace sur le plan européen. Quand on voit ses 8 buts et ses 7 passes décisives, c'est un homme clé. Quand on voit aujourd'hui des jeunes pousses qui parviennent à s'affirmer comme par exemple Vinicius et consorts, je dis c'est quelque chose qui est bien, mais cependant moi, je vais jouer l'avocat de Koeman pour une fois, pour dire quand même que essayez de me dire si c'est Koeman qui a recruté Coutinho à 160 millions. Est-ce Koeman qui a fait partir Luis Suarez? Non. Est-ce Koeman qui a fait venir les Arda Touran depuis des années et consorts? Non. Et on me dit aujourd'hui, est-ce Koeman qui a fermé la Masia? Lorsqu'on sait que, justement, quand Koeman est dans la Masia, enfin, quand il est dans le Barça, il se blesse en 88. Quand Johan Cruyff arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il se blesse. Immédiatement, au lieu de recruter, les dirigeants du Barça avaient plutôt repêché Pep Guardiola qui n'avait que 19 ans. Aujourd'hui, la Masia, il n'y a pratiquement rien. Et d'ailleurs, dans son bilan, quand il a été attaqué, monsieur Alessandro Valente, depuis le 3 juin 2021, il a présenté son bilan. Il a dit, écoutez, j'ai joué 54 matchs et voilà mon bilan, j'ai marqué 125 buts et on me demande d'être offensif. Mais on me demande d'aligner le 4-3-3 alors que je n'ai pas des éléments capables de fonctionner en 4-3-3. Donc il a aligné parfois le 3-5-2, le 4-3-2-1. Donc à une certaine période, il faut laisser ça. Et puis vous venez, comme vous avez dit, vous coupez, vous vous débarrassez de Messi. Quand vous vous débarrassez de Messi, eh bien, vous aboutissez à ce que le proverbe africain dit, quand on coupe la tête du serpent, tout le corps ne reste qu'une corde. Non, mais c'est qu'on peut reprocher à Koeman, c'est que quand même il a un effectif qui est loin d'être ridicule. Il y a quand même des joueurs de talent, il y a des jeunes, contrairement à ce que vous pensez. Luc de Jong. Non, mais par exemple, il y a le petit Xavi qu'on a vu hier. Ricky Puig aussi, qui ne fait jamais jouer. Jeu. Il y a Pedri, enfin il y a beaucoup de jeunes, des talents qui surgissent à chaque fois de la Masia. Donc entre les jeunes et les vieux, il pourrait quand même avoir un jeu plus intéressant. Quand on a vu la manière dont Bruges a mis en difficulté le PSG, Bruges n'a pas un effectif de meilleure qualité ou de meilleure richesse que celui de Barcelone. Donc on peut faire des choses intéressantes même sans Messi et Suarez. Gilles, pour terminer. Cette apologie de Koeman par Rémi est surréaliste. Tactiquement, il n'est pas capable... C'est à noter dans nos annales quand même. Il est incapable de faire une mise en place. On ne sait pas comment Barcelone joue. Barcelone, c'est la référence du jeu. Là, plus personne ne sait comment il joue. Oui. Et les joueurs eux-mêmes sont perdus. Depuis 7 ans, on ne sait pas comment Barcelone joue. Mais non, là... Même avec Luis Suarez, on balançait des ballons. On sautait des lignes. On n'a plus Iniesta, on n'a plus Xavi. Bah oui, ils sont retraités, ils peuvent plus jouer. Attendez, Johan Cruyff, il est... Quand vous prenez les Rakitic, vous dites quoi? Ah oui.
Allez, on vous mettra pas d'accord sur cette histoire. Notez que le premier classico de la saison, et on y reviendra bien sûr, ce sera le dimanche 24 octobre. Mais d'ici là, on va parler un petit peu quelques instants du football 2.0. Allô Thomas, m'entendez-vous? Je suis chargé de vous faire parvenir les consignes du coach. Interdiction de monter sur le corner de Serge. Interdiction de monter. Vous restez dans la moitié de terrain. Bien reçu? Veuillez confirmer. Thomas, Serge, Robert. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ils ne m'entendent pas, Julian. Négatif. Julian, alors Julian, ou Julian comme on dit nous, Nagelsmann, est le jeune entraîneur, on en a déjà parlé, David Lortolari nous en parlait depuis longtemps, c'est le jeune entraîneur du Bayern Munich, avant il était au RB Leipzig. Et c'est, dit-on, l'entraîneur du futur, cette école allemande des entraîneurs qui, certains, font mouche, comme Tuchel, n'est-ce pas? Et c'est un homme de son temps, donc il fonctionne évidemment et il adore les technologies actuelles. Alors comment n'y a-t-on pas pensé? Lui, il s'est dit peut-être qu'on pourrait faire des joueurs robots, par exemple. Et en discutant, alors c'était à l'issue d'une discussion avec un entraîneur de football américain. On peut pas dire que ce soit vraiment du football, mais bon, c'est même pas le soccer. Et alors, ce camarade lui a dit, que les joueurs, certains de ces joueurs sont équipés d'une oreillette. Et là, il s'est dit, mais ça serait drôlement bien d'équiper mes joueurs d'une oreillette. Alors, il y en a deux dans une équipe de football américain. Lui, il dit, le football reste encore traditionnel, le foot américain est incroyablement avancé. C'est quelque chose dont on a absolument besoin, idéalement avec un micro, afin que le joueur puisse aussi parler avec les entraîneurs. Alejandro Valente, on est chez les dingues? Chez les dingues, je ne sais pas, parce que des fois, quand on arrive à mon âge, on a connu un football beaucoup plus spontané, et on s'est dit peut-être qu'on est en train de rater quelque chose, mais j'ai du mal à imaginer une telle chose. Ça me paraît une aberration, parce que le football est justement un sport qui sublime l'intelligence spontanée des joueurs, leur capacité, leur vision du jeu, etc. J'ai du mal à imaginer une telle chose. Le football américain, ça n'a rien à voir avec le football que nous connaissons. Oui, le football américain, c'est un football des positions, c'est un football qui a beaucoup de temps morts et qui peut permettre effectivement de communiquer entre deux séquences. Mais notre football à nous, non, j'espère ne jamais voir ça. Gilles, alors le problème, c'est qu'on voit que la technologie envahit tout, puisqu'on avait la fameuse ligne de goal, la goal line. Après, on a eu la VAR. Maintenant, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir ça? On sait que ça... Alors, je dis pas tuer un sport, mais presque, on pense tous au vélo, bien sûr. Bien sûr. Il y a le vélo avec des courses hyper formatées. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas les oreillettes, comme dans les championnats du monde, ça devient des courses débridées. Donc on se dit c'était mieux. Mais les oreillettes... Non, mais surtout, on voit les joueurs, les cyclistes ont une autre attitude, se retournent plus, on leur dit tout, quoi. Oui, mais je pense qu'on n'éliminera plus les oreillettes dans le vélo. Et je pense, contrairement au chef, et hélas, que Nagelsmann, il a voit 34 ans, alors lui... Il voit l'avenir. Savez-vous que la MLS en foot normal l'a fait en 2019? Il y a eu un match où 2 joueurs étaient équipés de micros, dont le gardien de but, pour parler. C'était contre l'Atlético Madrid, un match de gala. C'était un test de la FIFA, peut-être. Sans doute, sans doute. Et il y avait 2 joueurs pour répondre aux journalistes pendant le match. Et les gens avaient trouvé ça pas mal. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est pas un hasard si cet entraîneur connecté 2.0 branché dit ça. Je pense que c'est une innovation qui, hélas, va arriver. Et je connais déjà l'argumentaire, ça va être, on va pouvoir dire aux joueurs de faire attention pour qu'ils ne se blessent pas musculairement. Je vous parie que c'est ce qui va arriver. On va dire, lui, il a fait beaucoup de kilomètres, dis-lui de se calmer. Dis-lui de se calmer, il va se blesser. J'en suis sûr. Rémi? Oui, écoutez, Gilles Verdez... On sera à la retraite quand ça arrivera? Oui, non, Gilles sera encore performant. Bon, moi j'imagine, donc, avec Gilles Verdez... Non mais vous, qu'est-ce que vous en pensez du 2.0? Est-ce qu'on va voir des oreillettes dans les joueurs, dans les oreilles des joueurs qu'on aille beaucoup plus loin pour satisfaire Gilles. Mais comme non, ça, mais Gilles, il a dit qu'il était... Non, il faut qu'on mette des puces 5G
dans les cerveaux des joueurs. Et puis qu'on ait même la manette. Ça sera FIFA. C'est comme ça, c'est-à-dire que finalement, on va diriger les joueurs avec une manette. C'est nettement mieux. Et comme ça, ce football-là va arriver. C'est-à-dire pied gauche, pied gauche, pied gauche, pied droit, pied droit, pied droit. Même si tu es devant les buts, l'entraîneur, lui, il te dit que lance, fais la passe au gardien. Non, mais c'est possible. Donc, le ça football arrive des comme ça. data qui est déjà là, le football des statistiques, le football de combien de kilomètres, combien de passes, combien de tacles. À la fin d'un match, effectivement. Mais bien sûr, ils analysent et tout. par joueur. Exactement. Alejandro, et du coup, la FIFA continue, elle, sur sa lancée. Un grand test jeudi. En tout cas, la FIFA a toujours des bonnes idées ou mauvaises, mais Ça en tout coupe cas du monde des tous idées. les 2 ans. Donc cette Coupe du Monde de tous les 2 ans, cette réforme du calendrier international. Alors effectivement, il y a cette idée qui est dans l'air. Il y aura une consultation qui sera faite. Jeudi. On ne sait pas exactement de quelle manière le jeudi prochain. Quand on saura, on en parlera sur la page Facebook de l'émission. Et en attendant, tous les supporters du monde sont invités par la FIFA à donner leur avis. Alors je pense que sur notre page Facebook, il y a peut-être le lien pour le faire et on invite les gens à dire ce qu'ils en pensent de toutes ces réformes pour que peut-être leur avis soit pris en compte. En tout cas, dans mon oreillette, on me dit qu'il faut passer au carton, alors on y va tout de suite. Boubacar Zenzouboy Bamako m'a dit carton vert au Bingan FC pour leur qualification historique au 2e tour de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ils ont parcouru plus de 1300 km par bus pour aller valider leur ticket au Libéria en s'imposant par 2-0. Bravo aux jeunes et bonne chance pour le reste de la compétition. C'est Patrick Agnès depuis la Suède. Stockholm, je donne un carton vert à l'Inter de Milan pour avoir fait un très bon recrutement après avoir vendu des cadres comme Lukaku et d'autres malgré les problèmes économiques du club. Je m'appelle Ben Alim depuis le Cameroun et je donne un carton vert à la candidature de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Comme le dit un proverbe africain, aux hommes il faut un chef et un chef des hommes. Coucou, moi c'est Baba Alarassam Gédéon. Je donne mon carton vert au PSG malgré l'absence de Messi. Ils ont pu gagner difficilement, n'est-ce pas, Metz. Merci. Je m'appelle Mamadou Salou Boiro, je vous écoute depuis le Canada. Aujourd'hui, j'aimerais donner un carton vert à M. Karim Benzema, le meilleur joueur du monde pour moi, pour son début de saison tonitruant. Voir jouer Karim Benzema est un régal. Je me nomme Wandagoué et je vous appelle depuis Banfora au Burkina Faso. Mon carton aura la couleur rouge et adressé à Kylian Mbappé qui a provoqué la colère du gardien Laurent Oukidja. Kylian doit se concentrer davantage sur son jeu, surtout après le matraquage médiatique suite à son vrai faux départ au Real Madrid. Bonsoir. Salut Annie, salut Radio Foot International. Mon carton aujourd'hui, c'est carton vert à l'équipe d'Arsenal. On vient de gagner contre Wimbledon 3-0. Et un message à Rémi que Arsenal a toujours la queue. Bravo aux enfants. Arsenal. Merci. Bonne émission. Bonjour Radio Foot, moi c'est Benjamin Baouli depuis Kara au Togo. Mon carton est de couleur verte à Sadio Mané pour son 100e but avec Liverpool et son 9e but consécutif contre le même club qui est Crystal Palace. Merci. Ici c'est Raphaël depuis le Togo à Lomé. Je donne un carton rouge à l'arbitrage français tout simplement qui, je me dis, est acquis à la cause du Paris Saint-Germain parce que dernièrement on a vu contre Lyon et en milieu de semaine contre Metz, mais ça ne fait pas l'honneur de l'arbitrage français. Carton rouge à l'arbitrage français. Bonjour Radio Foot International, Tcherno Abdou Diatta depuis Dakar au Sénégal. Je suis sur la corniche derrière ce panneau publicitaire de Radio Foot. Moi je voudrais donner un carton rouge vraiment aux supporters de tous les stades de France. Carton rouge qui sont en train de gâcher la fête du football, ils sont en train de mettre le bordel partout dans les stades. Nous aimons le foot avec le public, donc c'est pour que le public soit raisonnable. Merci et à bientôt. C'est sympathique, non, ces mises en scène, hein. Il y a des publicités pour Radio Foot et du coup, ils nous font de la mise en scène, nos auditeurs. Allez, il nous reste quelques instants. Rémi, votre carton. Carton rouge
Ça y est, on y revient. Oui. Rouge à la Fédération tchadienne de football, voire toutes les autorités même du Tchad aujourd'hui, parce que le football tchadien est complètement mort. Non seulement ils ont été suspendus par la Fédération, la FIFA, mais au-delà de ça, aujourd'hui, on se rend quand même compte que c'est un football dont ils ne font même pas le moindre effort pour qu'ils puissent revenir parce qu'ils refusent d'investir. Ils préfèrent plutôt s'investir et s'enrichir que de mettre des moyens pour revitaliser le football tchadien. Vous vous rendez compte quand même que pour un match que le Tchad, les Sao du Tchad, avaient livré contre l'Afrique du Sud, eh bien, le maillot, parce qu'un joueur a donné le maillot, a fait un échange de maillot avec un joueur de l'Afrique du Sud, eh bien, rayé de l'équipe nationale. Vous vous rendez compte qu'à l'hôtel, les joueurs d'une équipe nationale arrivent et ils n'ont pas de place dans cet hôtel-là. On les expulse. Vous vous rendez compte que pour qu'ils puissent voyager, ils préfèrent, au lieu de prendre Air France, ils disent que c'est trop cher, nous prenons Ethiopian Airlines et ils font des heures et des heures dans ceci et cela. Mais c'est hallucinant. Le football tchadien n'a pas de moyens et pendant ce temps, ceux qui sont supposés diriger ce football-là s'engraissent. Et alors, à partir de là, on ne verra jamais le Tchad à la CAN dans une grande compétition. Comme le dit un proverbe africain, le mouton du pauvre n'a jamais de graisse. Très triste pour les Sao, en tout cas. Gilles. Carton vert à Mbanyang. L'attaquant sénégalais. Alors vous allez me dire, vous donnez un carton vert à un joueur qui ne joue plus. Mais justement, enfin il est transféré de Rennes à Bordeaux. Enfin il va rejouer. Enfin il a réussi à surmonter un entourage très compliqué. Et surtout, pour rejouer, il diminue son salaire de 250 000 à, selon mes infos, 85 000 euros plus de grosses primes. Donc je trouve que là, il fait un pas. À un moment, je me suis dit, il est perdu pour le foot. Non, Mbanyang va revivre à Bordeaux. Tant mieux. Et s'il marque autant que du temps où il était avec Rennes, ça pourrait être bien pour les Bordelais. Alejandro. Moi, un carton rouge à Ronnie Brunswick. Alors, c'était un peu l'histoire de la semaine. C'est ce vice-président du Suriname qui a joué un match international avec son club, l'Inter Moengo Tapoe de Suriname, un match de la Ligue de la CONCACAF. Alors lui, il n'a pas joué avec les oreillettes, c'est pas un 2.0, il a joué avec une grosse bédaine et puis 60 ans quand même. C'est 6 décennies. C'est pas rien, mais surtout ce qui motive les cartons rouges. Alors, il fait ce qu'il veut. Motive les cartons rouges, c'est qu'après le match, il est allé dans les vestiaires et on a vu les images sur les réseaux sociaux. Il a commencé à distribuer des billets aux joueurs honduriens. Pour les remercier. Il a dit que c'était pour les remercier, que c'était que 3 000 euros. Voilà. En tout cas, une enquête est ouverte par la CONCACAF qui estime que tout ça nuit à l'image du football. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on va voir comment tout ça se termine. Mais c'est triste image. C'est une triste image. En plus, il est sorti pour être remplacé par son fils. C'est vrai, quand on est propriétaire, ça aide. Le carton de Radio Foot International est jaune. Cette fois-ci, on a échappé au carton vert. C'est un carton jaune qui va à Gigio Donnarumma et peut-être beaucoup plus d'ailleurs à son agent qui s'appelle Rayo Minola, responsable de la situation que vit actuellement Gigio. C'est ce que nous raconte la presse italienne, en tout cas aujourd'hui. Ce pauvre Donnarumma, qui est quand même champion d'Europe, qui a fini l'Euro comme meilleur joueur de l'Euro récemment, eh bien, il ne comprend pas très bien dans quelle situation il est. Il est soumis au turnover par Pochettino. C'est pas très clair. Pour l'instant, il a joué 2 matchs sur 7 de la Ligue 1 et il n'a pas joué la Ligue des Champions et c'est mal parti. Donc, y a-t-il un conflit larvé dans le vestiaire ? Eh bien, nous en reparlerons dans le Café des Sports, n'est-ce pas ? C'est une bonne... oui, c'est un bon teasing. C'est pas un proverbe africain, mais c'est pas mal. C'est bien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous dit à la semaine prochaine.